Je peux aller me faire un petit café léger. Allez-y, Oh oui, il y a le temps. allez-y. Prenez vos aises. Les plâtres de la première émission. Ouais, incroyable. Un peu ça. Imagine, là, on est en stream, en fait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans PodCam, une émission de culture scientifique et de discussion avec des chercheurs français présentés par moi-même et co-animée par mes deux compères, Titouan Choteau, coucou Titouan, Bonjour. et Maxime Ducreux. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien, et toi? Bah ça va. Bon, pour cette première émission, on a le grand honneur d'accueillir un représentant de la chimie française à l'international, professeur Jean-Pierre Sauvage. Bonjour Jean-Pierre, comment allez-vous ? Bonjour à tous, ça va très bien, je vous remercie. Ça va ? Bon, parfait. Vous êtes content d'être présent ? Ah oui, très content, et puis, félicitations. Voilà. On est d'autant Pour plus heureux de vous l'anti-ami. recevoir. Bon, pour expliquer rapidement ce qu'est PodCam. PodCam, c'est une émission où on va parler avec des scientifiques de leurs recherches et de leur expérience, mais aussi pour avoir leur avis sur des thèmes mêlant la société et la science. En plus de cela, des chroniques seront présentées par Titouan et Maxime, vous permettant de découvrir dans les grandes lignes les informations importantes que vous pourrez retrouver dans la revue de la Société chimique de France, l'actualité chimique, ou directement sur le site de la SCF. Avant de commencer, je voulais donc remercier la Société chimique de France, et tout particulièrement Laurent Vial, président du groupe de chimie supramoléculaire de la SCF, qui nous aide à organiser cette émission et à la diffuser. On va commencer l'émission avec une présentation et une discussion du professeur Jean-Pierre Sauvage, suivi par la chronique de Max, un petit débat mêlant la société et la science, et pour finir, une chronique de Titouan. Du coup, on va passer à la présentation tout de suite. Alors, je me présente rapidement, hein, rassurez-vous, je ne vais pas embêter trop de gens. Donc, je suis Jean-Pierre Sauvage, je suis un vieux chimiste, un vieux scientifique. Voilà, j'ai démarré la chimie très jeune, parce que dès le lycée, j'aimais beaucoup faire de la chimie chez moi. J'avais un petit labo dans la cave quand j'avais 15-16 ans, presque parler de vocation. Ensuite, j'ai fait des études classiques, correctes, pas géniales toujours, mais correctes. J'ai fait l'école de chimie de Strasbourg, donc qui était une bonne école, qui est encore une bonne école, parce que ayant déménagé, je ne sais pas, 15 fois ou plus entre ma naissance et l'âge de 18 ans, j'ai décidé en arrivant à Strasbourg que je ne bougerais plus. Voilà, ça serait ma ville, point. Ensuite, ce que j'ai fait, c'était une bonne idée, c'était d'essayer de faire une thèse dans un bon labo. Donc, je suis rentré au labo Lehn, Jean-Marie Lehn, et donc c'était un jeune boss très dynamique et disons très copain avec les gens avec lesquels il travaillait. Et j'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler avec Bernard Dietrich, qui a été vraiment mon frère en chimie. Et on a travaillé donc c'était fin des années 60, sur la synthèse des cryptans et cryptates. Donc ça, d'une certaine manière, ça a lancé le domaine de la chimie dite aujourd'hui supramoléculaire. C'était simplement les premiers récepteurs d'ions ou de molécules. Alors je vous montre ça. Bon, c'est les vieux dessins originaux, publiés dans Tet Letters. Et on était très contents. Voilà, tout le monde était content, ça a bien marché. Et puis, personnellement, je me suis dit que, si je pouvais rentrer au CNRS, ça serait bien. Et ça a marché. Et ensuite, il me semblait essentiel de m'ouvrir un peu la tête. C'est-à-dire d'aller voir autre chose que des récepteurs, de la chimie organique relativement classique, chimie de coordination, mais sans métaux de transition ou presque. Donc là, avec Jean-Marie Lehn, avec Bernard Dietrich, on a pris notre pied. Mais ensuite, je suis parti en Angleterre, à Oxford, pour apprendre la chimie de coordination. Chimie organométallique, chimie des métaux de transition. Et quand je suis revenu avec Jean-Marie Lehn, donc je suis revenu chez lui,
Et on a lancé un projet, donc c'était dans les années 76, 77, on a lancé un projet sur la photolyse de l'eau. Et la photolyse de l'eau, disons, c'est bien sûr quelque chose qui a fait rêver les chimistes depuis pratiquement un siècle, qui continue à les faire rêver, même si ça paraît extrêmement difficile. Mais bien sûr, il y a ce côté magique qui permettrait de fabriquer de l'hydrogène, pratiquement de manière gratuite, avec de l'eau et de l'énergie solaire. Bon. Si ça marchait vraiment bien, vous le sauriez. Le problème, c'est qu'il y a encore de grandes difficultés. Tout ça m'a fait passer directeur de recherche rapidement, parce qu'on a quand même fait une avancée dans ce domaine avec Jean-Marie. Et alors, peut-être que ça peut intéresser les jeunes gens qui se posent des questions sur comment démarrer quand je serai indépendant, comment trouver des projets excitants, etc. Disons, moi j'ai démarré mon labo en 79, donc j'étais pas vieux à l'époque, et on a joué un peu les chiens fous. C'est-à-dire qu'on a lancé j'avais 2 étudiants, puis très rapidement 2 amis permanents qui sont venus travailler avec moi, et on a lancé des projets dans différents domaines. Voilà. Donc on avait la chance d'avoir des compétences assez complémentaires au sein de notre petit groupe. Il y a les titres là, en catalyse homogène, en réduction du dioxyde de carbone, ça a particulièrement bien marché pour réduire le dioxyde de carbone en quelque chose de plus intéressant. La photochimie, voilà, des titres de publis en photochimie. Et puis, très vite, disons après quelques années, grâce à l'arrivée d'une amie à moi, Christiane Dietrich-Buchecker, qui était une grande organicienne, une grande synthétiste, on s'est posé la question de savoir si on pourrait faire des caténanes. Donc là, c'est un peu de l'histoire. Les caténanes, c'est des anneaux entrelacés. Et à l'époque, les anneaux entrelacés apparaissaient comme des objets complètement exotiques. Donc, en fait, plus personne ne s'intéressait vraiment aux caténanes. Il y avait eu des écrits, et là, sur cette diapo, il y a une discussion scientifique intéressante, publiée il y a très très longtemps. C'est une pure discussion théorique. Est-ce qu'on pourra un jour faire des anneaux entrelacés? Et alors, on va passer ça. Mais voilà, j'y reviens. Les caténanes et les rotaxanes ont intéressé les chimistes en tant qu'objet de discussion ou objet hypothétique pendant très longtemps. Mais comme je le disais, il n'y avait pas de solution pour les faire de manière satisfaisante. Alors juste quand même une exception, il y a eu le travail du professeur Gottfried Schiele et de son boss, Lüttinghaus, professeur Arthur Lüttinghaus en Allemagne, tout près d'ici, à Fribourg en Allemagne. Et ces gens-là, dans les années 60, ont démontré qu'on pouvait faire un caténane à 2 anneaux entrelacés. Magnifique travail, mais principalement théorique, disons, ou qui n'a pas beaucoup débouché. C'était une synthèse en 23 étapes, et ça a découragé les gens, disons, qui s'intéressaient au caténane, pour le dire simplement. Donc je reviens aux travaux avec Jean-Marie Lehn, et qui m'ont emmené très vite vers la création de ma propre équipe. Donc on s'intéressait à la photolyse de l'eau. Voilà, ça paraît simple. Photolyse de l'eau, il y a eu sans doute des centaines de labos qui ont travaillé là-dessus, qui continuent à travailler là-dessus, mais à ma connaissance, disons, il n'y a pas eu d'avancée spectaculaire qui nous emmène vers des applications où on pourrait avoir des systèmes sur les toits de nos maisons, par exemple, ou de nos immeubles, pour faire de l'hydrogène solaire. Par contre, disons, ça nous a fait comprendre que la photochimie inorganique était un domaine très excitant. Et à l'époque, il y avait une molécule qui était la molécule phare, utilisée par tout le monde, qui est celle représentée ici.
du ruthénium tris-bipyridine. Bipyridine, un ligand organique de base, ruthénium, qui n'a rien de base puisque c'est un métal noble, situé en dessous du fer dans le tableau périodique, donc extrêmement cher, extrêmement rare, aucune possibilité, disons, d'application si on ne sort pas du ruthénium. Et quand j'ai démarré mon groupe, on s'est dit on va essayer de sortir du ruthénium. Et on va essayer de voir si certains complexes de cuivre peuvent avoir des propriétés qui ressemblent à celles du ruthénium. Et les propriétés magiques pour faire de la photolyse de l'eau, photocoupure de l'eau, c'est d'avoir un état excité de ce complexe qui puisse être à la fois un très bon oxydant pour oxyder l'eau, faire de l'oxygène, et un très bon réducteur pour faire de l'hydrogène, donc réduire la molécule. Et c'est très correct scientifiquement, il n'y a pas de faute. Donc on s'est lancé là-dedans, et notamment avec un ami américain qu'on connaissait déjà, Dave McMillan, et on a fabriqué une molécule très simple. Donc au labo, on avait fabriqué cette molécule. Ça, c'est la phénanthroline, et là, on a la diphénylphénanthroline, très simple. Et quand Dave McMillan est venu à Strasbourg en année sabbatique, il a vu cette molécule qu'on venait de fabriquer, et il nous a incité tout de suite à démarrer une collaboration. Donc, on a pris du cuivre 1+, cuivre monovalent. On a mélangé ça avec cette molécule et on a fabriqué un complexe très intéressant au niveau photochimique et photophysique. Donc, ce complexe de cuivre, avec ces deux ligands pratiquement encastrés l'un dans l'autre, a des propriétés très proches de celles du ruthénium tris-bipyridine, et il a ouvert la voie vers une nouvelle photochimie à base de complexes de cuivre. Bon, c'était sans doute pas le plus important. Le plus important, j'y viens. Si on regarde bien cette molécule, et moi je l'ai beaucoup regardée parce que j'étais chargé de faire les dessins, on se rend compte qu'il y a quelque chose de spécial. Si on matérialise les deux extrémités de cette partie par deux points bleus, séparément, on va matérialiser les deux extrémités de l'autre ligand, de cette espèce de croissant là. Et voilà, on fait ça intellectuellement, purement par l'esprit. Et ensuite, par l'esprit, on se dit que ça serait très simple de faire un caténane en reliant les deux points bleus et séparément les deux points rouges. Voilà. Donc ça a été le secret, le point de départ. Ma grande copine, Christiane Dietrich Buchecker, s'est engouffrée dans le projet. En 6-8 mois, elle l'a fait marcher. On a publié dans Tetrahedron Letters en français. C'était un peu pour rigoler. C'était aussi un peu pour rendre hommage à Jean-Marie Lehn, puisque les cryptans et cryptates avaient été aussi publiés en français dans Tetrahedron Letters. Et voilà, et ça a marché. Donc je vous montre juste une vidéo qui, je pense, est convaincante. On prend du cuivre et deux ligands croissants, comme ça, en forme de croissant. Ensuite, on va cycliser à droite, cycliser à gauche, et on a bien un caténane. Juste pour vous montrer, on peut démétaller, on retire le cuivre, on obtient la molécule libre. On peut remétaller, on met du cuivre là-dedans, on revient à la forme initiale, et on a eu la chance d'avoir les structures aux rayons X. C'est très vieux, de ces molécules, et ça a, d'une certaine partie, été le point de départ, donc des caténanes, des rotaxanes, disons, vision moderne pour l'époque, et des machines moléculaires. On voit que cette molécule, rien qu'en retirant le cuivre ou en remettant le cuivre, elle subit une véritable métamorphose, disons un réarrangement géométrique total qui nous a emmenés doucement vers les machines moléculaires. Ensuite, on s'est beaucoup intéressé à autre chose que les caténanes simples, mais à des caténanes complexes et surtout des nœuds, dont notamment le nœud de trèfle. Et le nœud de trèfle nous a passionnés pendant une bonne quinzaine d'années, disons faire des nœuds, étudier les propriétés des nœuds moléculaires. Ça nous a passionnés et ça a entraîné un certain nombre de labos, d'autres équipes dans ce domaine
de la topologie moléculaire et des nœuds moléculaires. On n'a pas le temps d'en parler. L'une des excuses, si on peut appeler ça excuse, c'est que les nœuds et les caténanes sont très très communs en biologie. Donc si on s'intéresse à la biologie moléculaire, ce qui a été mon cas pendant des dizaines d'années, on se rend compte que l'ADN forme des nœuds ou des caténanes, les protéines font pareil, et certains virus également font des nœuds ou des caténanes extrêmement complexes. Donc on était content de voir qu'on n'était pas les premiers chimistes à faire des nœuds et des caténanes, mais que la biologie, l'évolution faisait ça depuis des milliards d'années. Alors juste quelques exemples de très jolies caténanes avec de l'ADN. On a ici ce que l'on appelle un caténane en 8. Donc il y a un anneau qui occupe un petit peu la situation d'un 8, et ensuite on peut le traverser par un autre anneau. Alors ça s'appelle aussi le caténane de Whitehead, ou le lien de Whitehead. Et Whitehead, c'était un mathématicien anglais dans les années 30 ou 40 qui s'est beaucoup intéressé à la topologie. Et voilà le truc le plus spectaculaire, qui est un virus. Donc c'est un virus pas méchant, hein. Il est méchant avec les bactéries, mais pas avec les mammifères. Il est capable d'envahir les bactéries, de mélanger son ADN avec l'ADN des bactéries. Alors, entre parenthèses, c'est un virus à ADN, pas à ARN. Et si on regarde bien la structure de son enveloppe ou de sa membrane, c'est une côte de maille. Donc c'est un énorme caténane avec des pentagones ou des hexagones protéiques entrelacés les uns dans les autres. Et ça a fait l'admiration des biologistes et l'admiration des chimistes qui étaient intéressés par la topologie. Donc on s'est dit qu'on était vraiment très à la traîne par rapport à la biologie, puisque l'évolution avait conduit à des molécules incroyablement belles et ayant une topologie extrêmement complexe. Maintenant, quelques mots sur les machines moléculaires. On s'est dit que les machines moléculaires pourraient être un domaine excitant, dans la mesure où, bon, ça n'existait pas pratiquement. On peut considérer qu'il y a deux grandes familles de molécules. Il y a les molécules de synthèse. Donc, vous savez que nous, chimistes, communauté, a réussi à fabriquer quelques millions de molécules de synthèse qui n'existaient pas dans la nature avant nos travaux, globalement, hein, les chimistes de synthèse. Mais la plupart de ces molécules sont considérées comme des objets statiques. C'est-à-dire que ça va peut-être un peu vibrer ou se déformer, mais disons, il n'y a pas de mouvement contrôlé dans les molécules de synthèse. Et en biologie, c'est complètement différent. En biologie, il y a plusieurs familles de molécules, mais en particulier les protéines motrices, donc en anglais c'est motor proteins, et ces protéines motrices sont des moteurs. Elles ont une fonction essentielle qui est toujours liée à leur propriété de mouvement, et on va voir juste un ou deux exemples. Par exemple, des moteurs linéaires ou rotatifs, des molécules qui marchent, qui sont capables de marcher, des molécules qui sont capables de tourner comme un moteur rotatif. Et toute la vie est fondée là-dessus. Tout ce qui bouge, tout ce qui vit, même les organismes les plus primitifs, utilisent des protéines motrices complexes. Alors, deux exemples simples, mais particulièrement spectaculaires. Donc, l'ATP. L'ATP, vous savez que c'est le fuel de la biologie, l'adénosine triphosphate. Et lorsque nos cellules, et les cellules de tout ce qui vit, nos cellules ont besoin d'énergie, elles vont hydrolyser de l'ATP en ADP. Et ensuite, cet ADP va être recyclé. C'est la forme dégradée. Nous, quand on dégrade un fuel, qu'on brûle de l'essence, disons, on fait du CO2 et de l'eau, et ça part dans la nature. Mais la nature est beaucoup, beaucoup plus écolo. Elle va recycler l'ADP. Et recycler l'ADP en ATP, ça fait intervenir une enzyme qui est la même enzyme que celle qui fabrique l'ATP, qui hydrolyse l'ATP et conduit à l'ADP. Il y a des magnifiques vidéos sur le net, des vidéos qui ne sont pas du tout de la science-fiction, qui sont fondées sur des données scientifiques très précises, dont notamment
Ici, on a une très belle vidéo. L'ATP synthase, quand elle fabrique l'ATP, ou ATPase, quand elle hydrolyse l'ATP en ADP, c'est un moteur rotatif. Donc ça peut tourner très très vite. Elle est située, disons, dans les membranes des mitochondries. Les mitochondries, pour ceux qui ne sont pas trop familiers, ce sont les usines à énergie. Tout ce qui passe par l'énergie, disons, fait intervenir les mitochondries dans les cellules. Et on voit qu'on a un rotor ici qui tourne et que ce mouvement, disons, est responsable de la formation d'ATP, les petites boules violettes là, à partir d'ADP et de phosphate inorganique. Ça peut tourner très vite, comme je le disais, comme un moteur de Formule 1, mais en moyenne, bien sûr, ça tourne de manière régulée, ça peut être très calme, ça peut être presque arrêté. Et chaque organisme vivant, dont nous, bien sûr, on a des milliards et des milliards d'ATP synthase qui fabriquent l'ATP ou d'ATPase qui l'hydrolyse. Un autre exemple qui est très spectaculaire également, c'est celui de la kinésine. La kinésine, dans nos cellules, les cellules, là encore, d'à peu près tout ce qui vit, elle a une fonction très particulière qui est celle de transporter les molécules d'un endroit vers un autre endroit. Donc il y a des rails dans les cellules qui sont des microtubules et la kinésine c'est ce petit objet et elle s'accroche dans son dos des énormes sacs qui contiennent les molécules qui doivent être transportées, des morceaux d'ADN, morceaux d'ARN, de protéines, des hormones. Tout ça a été préparé quelque part au sein de la cellule et ensuite la cellule en a besoin dans d'autres endroits. Donc il y a ces rails, ces microtubules qui sont là, qui vont permettre à la kinésine de marcher. Elle marche littéralement. Nos amis biologistes appellent ça les têtes de la kinésine. Les chimistes plus naïfs sans doute diraient ça ressemble beaucoup plus à des chaussons ou à des pieds. Bref, ça se déplace, ça va très vite. Et ça emmène toutes les molécules fabriquées quelque part, dans un autre endroit, là où elles sont attendues. Maintenant, en chimie, les caténanes et les rotaxanes semblaient extrêmement séduisants pour fabriquer des machines moléculaires, donc comme ici. Là, on aurait un moteur linéaire avec un anneau qui va se déplacer de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche, quand on lui dira. Et en dessous, on a des choses qui ressemblent à des moteurs rotatifs ou des moteurs oscillants. Donc il était évident que les caténanes et les rotaxanes allaient conduire à des machines moléculaires, puisqu'ils semblaient parfaitement adaptés. Je vais vous montrer un caténane, l'un des premiers caténanes que l'on peut mettre en mouvement, qui a été fait dans notre labo. On a un atome de cuivre, donc on avait déjà vu quelque chose qui ressemblait. Et le cuivre a deux états principaux, cuivre 1 et cuivre 2. Simplement, le cuivre 1, il aime bien être tétraédrique, donc entouré par 4 atomes d'azote, comme représenté ici. Le cuivre 2, par contre, c'est un métal de transition, D9, et il est très frustré lorsqu'il est tétraédrique. Il veut être coordonné par 5 atomes d'azote. Alors, heureusement, on a ici 3 atomes d'azote qui vont peut-être l'aider à trouver une situation satisfaisante. Donc on va arracher un électron, première étape. On arrache un électron, on fait du cuivre 2. Cuivre 2 frustré. Maintenant le système va se réarranger et on va obtenir un cuivre 2 parfaitement heureux avec 5 atomes d'azote. On peut revenir, on revient, etc. Donc ceci c'était un système naïf, c'était vraiment le tout début des machines moléculaires, mais ça a conduit à des principes très généraux utilisés dans de nombreux cas par de nombreux labos. Quelques années après, et j'aimerais juste rendre hommage à Feringa, quelques années après, Feringa et son groupe, Ben Feringa à Groningen, dans le nord des Pays-Bas, ont découvert, plus ou moins par chance, un moteur rotatif, moléculaire. Alors, moteur rotatif, c'est très compliqué, parce que ça doit tourner dans un sens, et seulement dans un sens.
Et dans leur cas, disons, c'est fondé sur la chiralité. Hein, on a ici une chiralité imposée par ces carbones asymétriques. Et cette chiralité va conduire à un mouvement dans une seule direction et pas dans l'autre. Je sais que le dessin est très difficile à percevoir si on veut fabriquer une machine moléculaire rotative, mais ils ont publié sur le net une très belle vidéo qui normalement devrait servir à ce que l'on voit le mouvement. Donc, si je reviens sur la dia suivante, on a 2 étapes photochimiques. Hein, donc, ça va être une photoisomérisation, une double liaison. Bon, on va passer là-dessus. Et 2 étapes thermiques. Donc, on irradie, ensuite on chauffe un peu, ensuite on réirradie et ensuite on chauffe un peu. Et ça va être exactement ce qui va se passer là. Donc, vous voyez les symboles, chauffage, lumière, chauffage, lumière, c'est de l'UV. C'est pas un UV très dur, mais c'est de l'UV. Et pour ceux qui ont une bonne vision tridimensionnelle, ils peuvent sans doute voir que ça tourne autour de cette double liaison carbone-carbone et que ça tourne toujours dans le même sens. Donc ça a été le premier moteur rotatif fabriqué à la fin du dernier millénaire. Et ensuite, ça a fait exploser le domaine. On était à l'époque dans le domaine de l'heure, où il fallait 1 heure ou 2 heures pour faire un tour. Et maintenant, on est dans le domaine de la microseconde ou même sub-microseconde. Fraser Stoddart et son groupe ont fait un très beau travail également, tout au début de ce domaine. Ils ont fait une navette moléculaire, donc l'anneau bleu qui est là, peut se déplacer d'une station verte vers une station rouge et revenir juste grâce à un processus redox. On va oxyder la station verte, faire un radical cation qui va repousser cet anneau qui est très fortement électrodéficient. Il va être repoussé vers la droite pour interagir avec un donneur d'électrons faible. Et lorsque l'on revient, ici, lorsque l'on remet l'électron sur le radical cation pour obtenir la forme neutre, l'anneau va revenir. Donc ça a été également un travail fondateur qui a conduit à des développements spectaculaires. Il y a eu des centaines et des centaines de publics là-dessus. Une qui a tapé dans l'œil de beaucoup de gens, c'est celle-ci. Ils se sont intéressés à ce qu'on peut appeler l'électronique moléculaire ou les mémoires moléculaires, stocker de l'information avec des molécules. Et ils ont réussi avec un rotaxane, maintenant, un long fil ici, et un anneau qui peut bouger de cette position à cette position. Ils peuvent écrire, disons, en oxydant ou en réduisant. Ils peuvent lire en mesurant la conduction électronique de ce fil ou de tout un ensemble de fils. Et ils peuvent effacer en appliquant un potentiel très négatif ou très positif pour que tous les anneaux reviennent au même endroit. Donc très beau travail qui malheureusement ne s'est pas développé vers des applications. Je vais terminer avec des travaux du début des années 2000 à Strasbourg. On a voulu faire un muscle moléculaire. C'était une espèce de pari. Est-ce qu'on peut faire une molécule qui est capable de s'étirer ou de se contracter, un petit peu comme un muscle, donc en utilisant un processus qui est de faire coulisser 2 filaments, l'un le long de l'autre. Et vous le savez sans doute, les muscles striés, les muscles en général, fonctionnent comme ça, avec des filaments qui vont coulisser l'un le long de l'autre et qui vont permettre d'allonger ou de contracter nos muscles. Filament fin avec de l'actine et filament épais avec de la myosine. Donc ça, c'est un truc qui a bien marché et qui a intéressé un certain nombre de gens. Depuis, il y a eu d'assez nombreux travaux sur des muscles de synthèse. Je voudrais juste dire que les travaux de notre labo, ce sont des travaux collectifs. Alors souvent, on critique le CNRS, et on critique l'université. Le CNRS est un gros organisme bureaucratique qui est très critiquable. Mais il a
une qualité fantastique qui permet à des équipes de chercheurs professionnels de s'assembler, de travailler ensemble, parfois pendant des années ou des dizaines d'années, de devenir des copains ou de l'être, disons, dès le départ. Et ça peut être d'une efficacité redoutable. Donc je voudrais en particulier remercier tous ces gens. Marc Bellet, qui est prof à la retraite maintenant, Christiane Dietrich, qui malheureusement nous a quittés. Donc tous ces gens-là ont été des amis, beaucoup d'entre eux de mon âge ou de ma génération. Ils ont été formidables. On a encadré les étudiants ensemble. Disons, on a partagé les tâches et les plaisirs ensemble. Je voudrais dire que la contribution des étudiants et des post-docs, elle est bien sûr fondamentale. Et là, il y a une liste de gens qui ont travaillé sur des caténanes et des rotaxanes, et puis sur des machines moléculaires. Donc, on n'a pas le temps de les citer tous, mais ils ont tous eu un rôle important, bien sûr, en association avec les chercheurs ou profs permanents de notre labo. Je voudrais juste terminer encore sur une chose. Il y a sans doute parmi vous des jeunes gens qui, à un moment, vont se poser la question: est-ce que je démarre un groupe? Est-ce que je démarre des projets? Est-ce qu'au sein peut-être de la grosse structure dans laquelle je travaille, je peux prendre une indépendance, une partie d'indépendance? Et bien sûr, c'est quelque chose que moi je conseille assez vite. Quand on peut devenir indépendant, c'est une très bonne chose. Il y a un certain nombre de critères, il ne faut pas se tromper. Donc je vous donne mon avis sur les critères importants. Il faut se poser la première question, je pense, c'est celle de l'originalité. Est-ce que le projet que je vais démarrer est original, ou est-ce que c'est plus ou moins un remake d'un truc qui avait bien marché dans le temps? Donc j'insiste, je crois qu'il vaut mieux être original, prendre le risque de se casser la figure, mais c'est extrêmement important. L'interaction me paraît également extrêmement importante. Au sein d'un groupe ou en dehors du groupe, disons, il faut discuter avec ses collègues, discuter avec des jeunes scientifiques qui ont souvent des idées très intéressantes à apporter. Donc il faut leur faire confiance aussi à ces jeunes scientifiques. Et pour notre groupe, donc je voudrais juste insister là-dessus, sauter d'un domaine, disons d'un projet, dans un domaine bien établi que l'on connaît bien, vers un projet d'un domaine qui est beaucoup plus nouveau, qui est presque vierge, ça paraît être une prise de risque. C'en est une, mais on peut gagner gros. Disons, je crois que notre labo est une bonne démonstration. Il ne faut pas se poser la question, est-ce que je vais être capable d'attaquer un projet dans lequel je ne connais pas tout? Il faut y aller. On y va, et puis personne ne va fusiller qui que ce soit si ça ne marche pas. Voilà, je crois que je m'arrête là. Ouais, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. J'ai vu, du coup, vous avez parlé effectivement de toutes les recherches que vous avez faites, etc., au début de votre carrière, votre laboratoire, etc. J'ai noté, alors, en 1984, du coup, vous aviez publié sur des recherches sur la réduction du CO2. Alors, aujourd'hui, le CO2, c'est une thématique majeure environnementale, etc. C'était quoi l'importance du CO2 à cette époque-là? Et est-ce que c'était plus une molécule plus ou moins comme une autre, ou vraiment vue comme une molécule d'intérêt? Elle est surprise, c'était une thématique majeure aussi. D'accord. La réduction de l'eau, la Ouais. réduction du CO2, la réduction de l'azote, N2. D'accord. Et CO2, il y a eu beaucoup de labos qui ont essayé de réduire CO2 ou photo-réduire CO2. La lumière, disons l'énergie solaire, pour obtenir des produits organiques ou, dans un premier temps, CO ou de l'acide formique. D'accord. Finalement, aujourd'hui, on est toujours sur ces thématiques-là. D'accord. On était au courant à l'époque déjà. Super. Ça va déjà. Et puis, du coup, une seconde question, plus générale, mais sur la réflexion dans la recherche. Vous parliez justement, effectivement, de ces complexes de cuivre qui permettaient de potentiellement faire la photolyse, et qui, du coup, vous avez envisagé comme étant des rotaxanes. À quel moment est-ce qu'on se dit, on change de sujet, quoi? On a la bascule de c'est un projet, disons, annexe, une molécule qui pourrait être intéressante à c'est la nouvelle application.
Bon, c'est une question clé que vous posez là. Mhm. C'est sans doute la question qui nous a fait douter, enfin qui a été la plus discutée dans notre groupe. Disons, c'est immodeste ce que je veux dire, mais moi j'ai eu cette intuition. On peut faire des caténales. J'avais lu chose, il faut lire large, c'est un conseil. Et je connaissais les caténales, le domaine, et je savais qu'il n'y avait pas grand-chose dedans. Mais ça me semblait être excitant. Donc il y a eu cette idée, enfin il y a eu un coup de bol, disons, cette intuition, les deux. Et puis ensuite, il fallait convaincre les gens dans mon petit groupe. On n'était pas très nombreux, on était 6 ou 7. Et il y a eu des discussions animées, parfois tendues, où les gens disaient regardez avec ton truc, nous on est à l'aise dans la photochimie de coordination, dans la réduction de CO2 et tout. Et puis il y avait des gens plus aventureux. Et il y a ma copine, là, Christiane Dietrich Buchecker, qui est arrivée à ce moment-là et qui a dit non, non, moi je suis organicienne et ce projet me semble vraiment un très bon projet pour une organicienne, je me lance là-dedans. Et hop. Très intéressant, effectivement, parce que c'est vrai que au jour le jour, des fois, nous, en tant que thésard, on a un autre, disons, de moindre mesure, mais de vision des recherches qu'on va faire. Mais effectivement, c'est des choses auxquelles où des fois on se dit, c'est vrai qu'on pourrait pousser dans cette direction-là, qui est totalement opposée. C'est très intéressant. Non, mais il faut pas, je me permets quand même, il ne faut pas sous-estimer la contribution intellectuelle des thésards. Sincèrement, disons, on a eu, nous, des tas de contributions importantes. C'est pas les jeunes gens ne définissent pas un projet d'emblée quand ils arrivent dans un labo. Mais ils peuvent quand même l'orienter, le réorienter, avoir une partie nouvelle, disons, qui n'avait pas été prévue par les permanents ou par le boss. Donc ça, je pense que tout le monde le sait. Moi, je voulais revenir, on a fait le début de la présentation avec Maxime, moi c'est plutôt sur le discours de fin que vous avez eu sur comment lancer un laboratoire, etc., qu'il faut pas avoir peur, tous les conseils que vous pouviez donner. Moi j'aurais plus une question personnelle à vous poser, c'est aujourd'hui, dans quoi vous voudriez repartir ? Avec le recul, je peux dire que ça a pas mal marché pour mon labo. Oui. Donc je n'aurais pas envie de tout casser. Il est difficile d'oublier sa culture scientifique quand même. Oui. Disons, avec ma culture scientifique aujourd'hui, mais ça vous intéresse sans doute moins, je pense que je me lancerai dans la machinerie moléculaire appliquée en médecine. Voilà. Okay. Faire des systèmes dynamiques qui bougent, qui gigotent de manière contrôlée, mais en utilisant des éléments biocompatibles, acides aminés, des morceaux des nucléotides, nucléosides et autres, et essayer de faire de la machinerie qui soit biocompatible avec le milieu vivant, donc que l'on pourra utiliser plus tard en médecine. À cause de ma culture. Ah oui, bien sûr. C'est compliqué de se détacher de ce qu'on est finalement. Oui, voilà. On va se purger de toutes les influences qu'on a. Bah bien sûr, c'est compliqué. Toute petite remarque plutôt, j'ai envie de dire, plus qu'une réelle question, c'est que je vous avais déjà vu présenter faire une présentation il y a quelques années à Bordeaux. J'avais remarqué, et je le remarque encore, que vous semblez apporter une très grande importance à vos collaborateurs et à votre équipe en fait. Voilà. C'est essentiel, je veux dire, je comprends pas que les gens automatiquement mettent pas en avant les personnes avec lesquelles ils ont travaillé. Ça, pour moi, ça paraît complètement évident. Oui, non mais c'est vrai que dans votre discours, c'est presque comme si ça venait pas vraiment de vous, mais plutôt de l'ensemble des collaborateurs. On discutait beaucoup dans mon labo. Et je peux vous raconter une petite anecdote. On a eu une étudiante japonaise qui est venue, donc on avait beaucoup de contacts avec le Japon, qui est venue dans notre labo et qui a passé 6 mois. C'était il y a une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Et ensuite, elle est retournée au Japon. Elle a fait un rapport, parce que bien sûr, les gens lui demandaient commencer à Strasbourg, commencer dans ce labo, etc. Et elle a eu une phrase magnifique qui est au labo sauvage, ils ne travaillent pas beaucoup, mais ils aiment beaucoup prendre du thé ou du café le matin et l'après-midi.
Je trouvais que c'était sympa, c'était vraiment un compliment. Je trouvais que c'était sympa, disons, d'avoir noté que on se prenait un café ensemble, même quand on était 20 ou plus. Et puis vers 16h, 16h30, on s'en prenait un autre. Et on discutait beaucoup. On discutait de conneries, hein, on discutait du dernier film de Taki, mais on discutait aussi de problèmes du labo. Et très très souvent, on discutait science. Projets en cours, des projets qu'on pourrait initier, de choses comme ça, d'une publique qui avait particulièrement intéressé quelqu'un. Donc on a beaucoup discuté. Donc c'est naturel, ensuite c'est un groupe qui discute. Je vais rester du coup dans le domaine un peu personnel, dans la suite de ce qui a été fait. Et vu que vous en avez parlé au début d'année, où vous disiez que vous faisiez des manipulations déjà dans votre cave, et que c'était le moment où vous aviez un peu trouvé votre vocation, comment vous pensez pouvoir, on va dire, donner des conseils ou amener les gens maintenant, parce que c'est dur en fait de trouver sa vocation quand on est en études, c'est-à-dire on sait qu'on aime la chimie, mais comment arriver à savoir dans quel domaine exactement on va vouloir aller travailler en étant, je sais pas, M1, Master 2, et puis même pendant la suite du doctorat, ils savent pas forcément encore exactement ce qu'ils veulent. Donc, est-ce que vous avez, vous, des pistes, des idées vis-à-vis de votre ressenti ou de vous, comment vous l'avez vécu vis-à-vis de ça? Disons un petit préalable quand même, parce que il me semble que c'est important. Quand j'étais gamin, moi j'ai déménagé tout le temps. Donc mon père a quitté ma mère quand j'avais 1 an. Ensuite, elle s'est remariée avec un monsieur qui m'a élevé, qui était militaire. Bon, il était gentil quand même. Déménager tout le temps. C'est-à-dire que j'ai jamais fait plus de 2 ans au même endroit. Afrique du Nord, c'était un peu après la guerre. Hein. Maroc, Algérie, Tunisie. Ensuite, il a été muté aux États-Unis parce qu'il voulait. Donc Denver, Colorado, St. Louis, Missouri. Ensuite, on est revenu, on était en Touraine. Puis on a passé un certain temps à Paris. Bref, 15 fois jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc ma scolarité, elle a été parfois correcte, parfois médiocre. J'ai sauté des classes parce que, bon, aux États-Unis, mes parents ne savaient pas où me mettre dans cette classe. Et j'ai fait des classes en 3 fois. Donc c'était pas formidable. Et je suis arrivé ensuite en collège, dans les Vosges, dans un endroit où je ne me suis pas beaucoup plu. J'ai jamais redoublé, ça allait à peu près. Mais j'étais pas très bon. Donc, si je raconte ça, c'est pour que s'il y a des jeunes gens qui regardent ce que vous enregistrez en ce moment, c'est pas parce qu'ils sont pas très bons à un moment qu'ils vont pas devenir très bons un jour. Donc moi, c'est venu, le déclic, ça s'est fait au lycée, fin de lycée, puis ensuite, classe prépa, là, je suis devenu très bon. C'est immodeste, mais bon, c'est comme ça. Donc déjà, il faut être cool. Hein. C'est pas parce qu'on n'est pas très très bon qu'on va pas ensuite faire des choses intéressantes. 6e aspect, alors c'est ce que vous abordez, comment est-ce que l'on peut décider de quel domaine va vous attirer plus ou moins, quel est finalement le projet idéal. Moi, mon impression est qu'il faut se laisser bercer. La somme des influences qu'on subit. Hein. On est une espèce de machine à pomper de l'information, à pomper des émotions, etc. Et il vaut mieux se laisser bercer plutôt qu'un jour d'être très rigide ou un peu rigide et de dire maintenant je vais faire ça et tout, et je vais plus ou moins me désintéresser du reste ou de ce que j'ai juste regardé superficiellement. Et je pense que c'est pas bon. Personnellement, j'ai toujours lu la littérature de manière très large. Donc ça me paraît être, même si on ne comprend pas bien, on tourne, je sais pas, les pages. Disons, ma biblio, elle a été sur papier, disons, la plupart du temps, jusqu'à ce que ça passe numérique. Je me suis adapté aussi. Sur papier, on avait une chance, on pouvait tourner des pages, tomber sur un truc qu'on n'était absolument pas programmé pour voir ou pour lire, mais c'était un coup de bol. On tourne la page, on tombe sur un truc, tiens, on regarde les dessins, on lit une partie de l'intro. Personnellement, je me suis toujours fait ce type de culture, très superficielle parfois, beaucoup trop, mais large. Et avec ça, je pense qu'on est mieux armé ensuite pour se laisser bercer et choisir des domaines qui nous semblent importants. Bah super. Merci pour cette très belle réponse. Je crois que je
je risque de craquer et de passer directement sur le côté scientifique parce que moi je suis passionné par vos travaux et puis par la Supra depuis longtemps. C'est le monde que j'ai trouvé ma vocation. Et vous avez parlé de pas mal de choses, notamment dans votre dernière partie sur les machines moléculaires dans le vivant. Et le fait qu'on arrive maintenant à développer aussi des machines moléculaires artificielles. Est-ce que vous pensez que, parce que le vivant est quand même très bien fait, très bien designé, il a eu le temps de se perfectionner assez fort, et que maintenant qu'on dispose de ces outils de design de chimie supramoléculaire, on va être apte beaucoup plus facilement à arriver à reproduire des systèmes comme l'ATP synthèse que vous avez présenté, ou autres, parce que pour le moment, les principales architectures qu'on utilise, ce sont des rotaxanes, des caténanes pour les machines moléculaires. Oui, c'est vrai. Et puis il y en a pour certains qui arrivent à faire des tripodes qui peuvent faire bouger ou déplacer. Il y a des lassos aussi. Et est-ce que vous pensez que du coup maintenant, je ne sais pas si vous faites un peu de vieille bibliographie, qu'il y a encore des choses qui sortent qui vous paraissent intéressantes dans ce domaine-là, et puis est-ce que ça vous fait toujours un peu rêver? Non, il y a des choses qui font rêver, absolument. Non, il y a eu des travaux, moi, qui m'ont complètement ahuri, notamment de James Tour, T-O-U-R. Bon, c'est un Américain, je ne connais pas, je vais le voir une fois dans un congrès. Mais ils ont utilisé les moteurs rotatifs de Feringa et ils en ont fait une perceuse, a drill en anglais. Ils ont percé la membrane de bactéries et ensuite ils ont injecté des trucs dedans. C'est science-fiction. Ah bah un peu, ouais. Je peut-être pas vu ce papier, mais... Bon, ils sont pas les seuls à faire des choses qui surprennent beaucoup les chimistes classiques que nous sommes. Et voilà, je pense que le domaine se développe quand même assez rapidement. Pas aussi vite que je l'aurais voulu, mais bon, il se développe quand même assez rapidement. Bah, c'est parfait que vous parliez de ça, parce que l'une des deuxièmes questions qui allait avec, c'est que la Supra s'est vraiment beaucoup développée ces quelques dernières années, notamment avec les outils synthétiques, mais aussi au niveau des outils analytiques. Et alors, on est tous les jours confrontés, nous au labo, à des problèmes au niveau analytique, parce qu'on commence à faire des édifices de plus en plus complexes, pour arriver à observer des interactions de plus en plus soit diffuses et faibles, soit compliquées à aller chercher par des traces spectrophotométriques. Et est-ce que vous pensez que de ce côté-là, il y a encore tout un pan de recherche à découvrir là-dessus, avec notamment des nouvelles techniques analytiques qui pourraient se développer de ce côté-là? Parce qu'on a la RMN, on a l'UV, on a le PER, et puis encore plein d'autres. Mais est-ce que vous pensez que ça suit en fait derrière d'un côté analytique? Parce que les pauvres, ils sont submergés par beaucoup de choses qu'on leur donne. Et moi, je vois les labos de RMN et de masse quand on va les voir et qu'on leur dit bonjour. Est-ce qu'on peut arriver à essayer de voir ça ou ça et qu'ils se disent déjà comment on va faire? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça et le fait notamment, ça peut même être... Donc c'est une question passionnante. Disons, étant vieux, faut être lucide, hein, ayant eu beaucoup de temps pour observer le monde dans lequel je vis, évident que la synthèse, les méthodes de synthèse de plus en plus sophistiquées permettent de faire des molécules également de plus en plus sophistiquées avec des fonctions, mais ça ne peut fonctionner que si l'instrumentation suit, si les techniques analytiques suivent. Et juste pour prendre des exemples, quand j'ai démarré ma thèse des années 60, Jean-Marie Lehn était le roi de la RMN à Strasbourg et on avait un 60 MHz. 60 MHz, non rien, waouh, c'est formidable. Et ensuite, bien sûr, quand on devient plus ambitieux dans les synthèses, on se rend compte que ça ne va pas du tout. Donc on a vu évoluer la RMN jusqu'à il y a peu de temps de manière spectaculaire. Et ce que l'on peut faire aujourd'hui, disons, au niveau des études physiques avec la RMN, permet d'avoir des réponses formidables, je sais pas, même sur la taille des molécules, la mobilité des molécules et des choses comme ça. La spectro de masse également, j'ai vu aussi le changement. Il y a eu, bien sûr, ionisation chimique, ça c'était le truc. Puis après, il y a eu le Fab, et ça a transformé la vie également. Disons, j'ai des souvenirs où à l'époque, une molécule qui avait une masse supérieure à 500, oh là là, les gens de la spectro de masse, ils disaient, tu nous embêtes avec ton truc.
Je veux dire, 10 000 n'est pas un problème. Photochimie, c'est pareil. Disons, c'est un domaine que j'aime beaucoup aussi. Photochimie, photophysique. Disons, quand on voit... On est maintenant dans le domaine de la femtoseconde. Hein. On a des états excités de l'ordre de la femto qui vont faire des tas de trucs. Pareil, il fut un temps, on était dans la microseconde, donc tout a suivi. Donc tout est parallèle. Je crois qu'il faut qu'on reste tous modestes dans notre domaine de compétences. On dépend des autres domaines de compétences pour que ça avance. Merveilleux. Parfait, merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation et cette petite discussion. C'était vraiment très agréable. Du coup, on va passer à la partie suivante, la présentation de Maxime. Maxime, c'est à toi maintenant. Alors merci Marc. Alors moi je vais vous présenter assez rapidement, j'ai sélectionné trois petits articles qui sont issus de l'actualité, de la section en bref de l'actualité chimique. 3 petits articles qui m'ont intéressé, qui m'ont interpellé parce que aussi il y a des choses novatrices, des choses en relation avec le domaine de la chimie supramoléculaire également. La première actualité trouvée intéressante, c'est celle-ci. Alors en fait, c'est une équipe du coup du laboratoire de chimie et biochimie pharmacologique et toxicologique de Paris-Cité en collaboration avec l'Institut des neurosciences de Paris-Saint-Père, qui a travaillé sur des nouveaux ligands pour des molécules de type ARN et ADN pour faire de la fluorescence et étudier ces molécules, leur dynamique, comment elles évoluent dans le temps, etc. Donc là, ce que je vous présente ici, c'est une cyanine, en fait. Donc c'est un ligand qui est très utilisé à l'heure actuelle. Et en fait, la cyanine, c'est un très bon ligand pour toutes ces molécules-là. L'inconvénient, c'est que, effectivement, elle a très peu de sélectivité et en fait, elle va s'associer avec tout type d'ARN et d'ADN qui va se trouver dans la cellule. Alors, l'innovation dans ce cas-là, c'est l'utilisation de ligands 3D, comme ils le décrivent eux-mêmes, qui finalement, on part du même corps cyanine, mais en fait, on va rajouter une partie benzénique qui va donner une structure 3D finalement à ce ligand. Et en fait, ça va du coup grandement accentuer la sélectivité de cette molécule pour s'associer avec un type d'ARN qui s'appelle la TARN, du coup diminuer l'association avec les autres. Et donc, du coup, on va pouvoir étudier plus simplement la TARN sélectivement, voir comment elle évolue au sein des cellules. Donc ça promet de grandes avancées dans ce domaine-là. Et également, cette molécule, elle présente une toxicité qui est beaucoup plus faible pour les cellules. Et donc, ça permet de faire des analyses de fluorescence sur beaucoup plus longue durée, puisque la cyanine qui est juste en haut, effectivement, a tendance à détruire les cellules en quelques minutes, et finalement, on ne peut pas avoir des dynamiques sur très long terme. Donc, vous avez la publique qui est juste en citation en bas. Je vous incite à aller voir. Seconde actualité, donc là, on va parler de chimie supramoléculaire, un domaine que je pense qu'on connaît tous les 4 assez bien. C'est une équipe du coup de l'Institut de chimie radicalaire d'Aix-Marseille qui a synthétisé des nouveaux complexes issus de cucurbituryl. Donc les cucurbituryls, c'est des macrocycles qui sont composés d'unités polyurées et qui, lorsqu'ils sont complexés avec des dérivés azaphosphatranes, qui est présenté juste en haut ici, permettent finalement de synthétiser ce complexe bimoléculaire qu'on voit en seconde partie là. Et ce complexe, finalement, c'est un complexe hydraté. Et en fait, ils se sont rendus compte que lorsqu'ils le mettaient en présence d'iode, il y avait un échange entre l'eau d'hydratation du complexe et l'iode qui s'effectuait. Et ils démontrent du coup que l'iode s'insère dans la structure cristalline du matériau, et donc qu'on peut faire cet échange simplement. Ils ont même mis des très belles photos où on voit que le cristal passe de transparent à rouge, ce qui indique ce captage de l'iode. Dernière chose très intéressante sur cette actualité-là, l'échange entre l'eau et l'iode, il s'effectue à température ambiante. Et ça, c'est très intéressant puisque les complexes supramoléculaires, généralement, qui captent à travers ces mécanismes-là, doivent être chauffés pour enlever l'eau d'hydratation et pouvoir être remplacés par une autre molécule. Dans ce cas-là, l'échange il se fait à température ambiante. Et du coup, ça ouvre des applications potentielles pour notamment les travailleurs du nucléaire qui peuvent être exposés à de l'iode radioactif qui peut induire des cancers de la thyroïde, etc. Et donc à travers ces complexes-là, on peut arriver à capter cette iode-là.
Dernière actualité, moi j'ai appris quelque chose au travers de cette actualité puisqu'on va parler de l'effet magnétocalorique. Alors l'effet magnétocalorique, qu'est-ce que c'est? C'est comme son nom l'indique, c'est la capacité d'une substance à changer de température lorsqu'elle est soumise à un champ magnétique. Donc là, je vous ai mis un exemple avec un alliage de gadolinium qui est l'un des premiers matériaux magnétocaloriques qui a été étudié. Cet alliage de gadolinium, lorsqu'on va le soumettre à un champ magnétique, eh bien en fait, il va irradier de la chaleur par des effets anthropiques finalement, puisqu'il va essayer de s'agencer dans l'espace pour s'orienter dans le champ magnétique. Et lorsqu'on va le sortir de ce champ magnétique, eh bien, il va absorber la chaleur ambiante pour revenir à son état initial. Et finalement, eh bien, il va devenir plus froid et on va pouvoir faire de la création du froid à travers cet effet-là. Donc ça, c'est un effet qui a été étudié en 1880, c'est assez vieux ces recherches-là. Et le problème de ces matériaux-là, c'est que déjà, c'est tous des solides, jusqu'à maintenant, et que du coup, bien, pour en faire des applications avec des transferts, etc., de matière, c'est assez compliqué, et en plus, ils ont des propriétés, ils sont assez friables, etc., donc c'est pas les matériaux les plus pratiques. Et du coup, on a une équipe de l'Institut de chimie de Strasbourg en partenariat avec l'Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg qui ont mis au point un liquide ionique à partir de gadolinium avec donc le liquide ionique qui est juste sur la gauche. En mélangeant ces deux substances, du coup, ils arrivent à obtenir ce complexe gadolinium finalement qui est liquide et qui, lorsqu'ils vont appliquer un champ magnétique dessus, va irradier sa chaleur de la même manière que le matériau juste avant. Et en fait, quand ils vont le sortir de ce champ magnétique, eh bien, en absorbant la chaleur ambiante, le matériau va refroidir et passer en dessous de son point de fusion et former un verre, une structure amorphe finalement, qui va pouvoir se coller sur le matériau qui doit réchauffer. Et derrière, lorsque le matériau revient à sa température initiale, eh bien, il repasse au-dessus de son point de fusion et on va pouvoir ainsi le cycler pour pouvoir le faire passer dans des champs magnétiques et ainsi induire du froid. Alors, les applications potentielles, bien, il y en a beaucoup dans l'électronique notamment. Et ce qu'il y a d'assez intéressant, je trouve, c'est de pouvoir potentiellement faire des frigos qui n'utiliseront plus des systèmes de gaz comme aujourd'hui où on a des compresseurs avec du butane ou autres gaz qui sont aujourd'hui on n'utilise plus les CFC, mais qui à une époque ont induit des trous dans la couche d'ozone et des effets environnementaux qui se révèlent assez désastreux. Voilà, je vous invite, donc du coup c'était 3 articles dans la section en bref, je vous invite à aller voir l'actualité chimique, vous y trouverez plein d'autres articles très intéressants, et je te redonne la main, Marc. Donc pour le débat de Société Science avec Jean-Pierre Sauvage, on a décidé de baser ce débat sur la recherche vis-à-vis du grand public. Et la question qu'on s'est posée, qu'on a envie de poser autour de cette discussion, c'est est-ce que la recherche doit-elle être appliquée pour être comprise et acceptée par le grand public ? En fait, alors... Ça vient aussi, cette question, elle vient aussi d'un ressenti personnel. Nous, on débarque un petit peu dans le domaine de la recherche, en fait, et du coup, on se rend compte que finalement, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est beaucoup la recherche appliquée qui est mise en avant, notamment aux yeux du public, puisque en fait, c'est ce qui fait de la bonne pub, et c'est également ce qui va ramener les financements, puisque finalement, quand on discute avec des chercheurs, ils ont tendance à dire que voilà, aujourd'hui, quand on fait de la recherche, il faut mettre en avant des applications pour des thérapies anti-cancer, des choses comme ça, du recyclage, de tout un tas de choses comme ça. Et donc vient cette question, quelle est la part du public finalement dans l'acceptation de la recherche en général, et est-ce que il y a cette bataille entre la recherche appliquée et la recherche théorique, est-ce qu'elle est justifiée ou non finalement? Mais disons, la recherche appliquée, c'est vrai qu'elle est mise en avant et beaucoup trop dans les programmes de financement. Ça n'a pas toujours été comme ça et c'est pas non plus partout comme ça. Alors, de mon point de vue, ce qu'il faut essayer d'expliquer au public, si, disons, on a un problème sociétal avec la science, il faut expliquer au public, calmement, gentiment,
que la recherche fondamentale est à l'origine de tout. Il n'y a pas une seule technologie moderne en médecine, en stockage d'informations, etc., qui ne proviennent pas de travaux de recherche fondamentale. Quand les gens écoutent ça, souvent ça les convainc. Je m'en suis rendu compte. Bon, il y a des exemples spectaculaires. Hein. Je pense que le truc le plus spectaculaire, c'est les semi-conducteurs. Ça a été découvert par Faraday dans les années 1830-1835. C'était des composés de cuivre, enfin des minéraux à base de cuivre. Pendant un certain nombre d'années, les physiciens se sont posés des questions sur les propriétés électroniques de ces choses-là. 1830. Ouais. Premières applications des semi-conducteurs, le transistor, après. 1830, 1840, le transistor commence à bien marcher. Et puis aujourd'hui, je veux dire, si chacun n'a pas quelques milliards de transistors dans son environnement direct, c'est que c'est vraiment un ringard. L'importance de la recherche fondamentale, je pense que là, elle ressort très bien. Il y a une échelle de temps qu'on ne contrôle pas, qu'on contrôle très très mal, et il faut l'accepter. Donc effectivement, finalement, oui, effectivement, ce que vous soulevez, finalement, c'est que c'est une question de temps. Mais au final, alors, c'est peut-être une perception personnelle, mais c'est vrai je pense que le grand public a tendance à vouloir, il y a énormément de problèmes aujourd'hui qui sont liés à l'environnement, etc. Et du coup, je pense que le grand public cherche un petit peu à avoir une résolution rapide de ces problèmes-là, qu'on accuse un peu les scientifiques de traîner à faire des choses qui ne seront pas utiles immédiatement, quoi. Mais effectivement, ce que vous dites, c'est très intéressant sur cette échelle de temps, quoi. Ça dépend des grands publics. Il y a des grands publics qui sont plus intéressés par la science, qui n'ont pas nécessairement une grande culture scientifique, qui sont plus intéressés et qui vont écouter les scientifiques. Scientifiques qui vont leur dire que voilà, il y a effectivement des gros problèmes de sciences appliquées auxquelles on est confronté, que ce soit le changement climatique ou des pathologies, etc. Mais que tout ça se règle à partir de sciences, pas à partir malheureusement de littérature. Même si j'ai beaucoup de respect pour la littérature. Oui. Et est-ce que vous pensez que du coup, pour arriver peut-être à avoir un échange un peu mieux, il y a besoin que ce grand public arrive à comprendre qu'il y a un effort de vulgarisation qui doit être fait par tous les scientifiques et peut-être aussi un effort d'écoute qui doit se faire en face, même si le but c'est quand même de leur faciliter le travail? Pour moi, je me considère comme un communicant aujourd'hui, depuis le prix Nobel principalement, et je refuse jamais de rencontrer des gens, d'interagir, de participer à des débats, de faire des exposés. Il y a 2 ans, j'ai fait un exposé dans une classe de CM1. La chance. Et l'institut avait préparé les gamins, elle était formidable, et ils étaient fous de joie, les gamins. Ils posaient des questions. Et sinon, on a reçu, dans mon institut, on a reçu des dizaines et des dizaines de collèges ou de lycées avec lesquels on interagit, et les jeunes sont ravis, quoi. C'est super. En plus, vous avez l'air de nommer quand même pas mal d'autorités qui permettent de le faire. Vous avez dit l'Instit, vous avez fait justement vous-même. Et alors, du coup, ça me permet d'enchaîner sur que vous pensez que cette, entre guillemets, responsabilité d'arriver à passer de la vulgarisation, elle incombe directement aux chercheurs ou aux organismes qui vont les gérer. Enfin, est-ce qu'on doit leur mettre des moyens à leur disposition? Est-ce qu'ils se doivent débrouiller dans leur temps de recherche pour trouver du temps sur ça? Comment on arrive à trouver un compromis pour qu'ils puissent... qu'il puisse y avoir cette vulgarisation, de cette communication qui se fasse, transfert d'informations, si je puis me permettre. Mais je pense que les choses ont beaucoup changé depuis, je sais pas, 20 ou 30 ans. Disons, il y a 20 ou 30 ans, j'avais des collègues que ça n'intéressait pas d'aller vers le public, d'essayer d'interagir, d'aller dans des classes. Disons, à Strasbourg, l'Académie de Strasbourg avait lancé un programme très bien, il y a une 30aine d'années, demandé à un certain nombre de scientifiques reconnus, disons simplement, d'aller dans les lycées. Moi j'ai beaucoup participé à ça, on était peut-être une dizaine à le faire, à aller dans les lycées. Beaucoup d'autres, disons, ça ne les intéressait pas. Je pense qu'aujourd'hui, ça a changé. Okay. Ça a changé au niveau de notre mission.
C'est-à-dire que la mission des scientifiques, c'est également de se présenter et de présenter la science et d'essayer de convaincre les gens, tous âges, à partir de 10 ans, disons, que la science c'est important, que c'est beau, que c'est passionnant, etc., quoi. Et que ça va être utile. Bien sûr, on peut parler de l'utilité, il faut en parler. Mais il ne faut pas raconter n'importe quoi non plus. Bien sûr, c'est une position de confiance qu'il faut mettre, c'est pas du mensonge. Non, exactement. Voilà. Des choses réelles. Il y a un réchauffement climatique, oui. Non, Trump, il n'y est pas, je crois. Il n'y a pas que lui, mais bon. Il n'y a pas que lui, malheureusement. Malheureusement. Pendant très longtemps, le scientifique a vécu dans sa tour d'ivoire avec une bonne conscience absolue, sans se poser la question du financement, qui devait être plus ou moins automatique, et qu'il n'y avait pas à justifier ce financement auprès de la société et auprès du public. Très mauvais, ça. Très, très mauvais. Oui, c'est clair. Ouais, très bien, merci. Alors du coup, moi je voudrais revenir sur un point que vous avez amené tout à l'heure. Vous avez dit que effectivement vous aviez vu cette transition qui s'était effectuée vers la recherche plus appliquée aujourd'hui. La question c'était un petit peu comment est-ce que vous ça s'est vécu au travers de vos recherches à vous et comment est-ce que ça a orienté des choix ou est-ce que autour de vous dans des équipes de recherche ça a orienté des choix de thématiques plutôt que d'autres du fait de ce changement finalement un peu sociétal, quoi. Oui, disons, il y a eu une période au cours de laquelle il n'était pas indispensable de présenter des applications ou des applications potentielles. Et ça, le CNRS a joué le jeu, c'était très bien. Quand c'était original, disons, c'était la période des actions thématiques programmées, donc vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir entendu parler de ça. Mais on pouvait avoir des contrats du CNRS, des projets... par exemple, faire des caténanes sans parler d'application, ou alors en parlant de manière tellement vague que ça n'était pas crédible. Et puis ensuite, disons, il y a eu l'américanisation de la recherche. Disons, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai bossé à Chicago, j'étais prof. Mes copains américains, disons, n'ont pas de scrupules. Un projet de recherche, alors il y a un gros projet de sciences fondamentales, et après, on explique toutes les applications qui vont en sortir. C'est formidable. Eux-mêmes n'y croient pas, mais la beauté du système, c'est que les gens qui vont juger le projet n'y croient pas non plus. C'est juste un jeu. Alors peut-être que si on monte dans l'administration, le président va y croire. Mais sinon, il y a toute une chaîne de gens qui n'y croient pas. Simplement, ça fait partie, disons, d'un rituel. Il faut parler des applications. Et le projet va être soutenu financièrement. Donc nous, d'une certaine manière, on s'est un peu américanisé. Peut-être pas totalement, parce que les communautés européennes vérifient s'il y a vraiment des applications derrière. Effectivement, c'est un peu le double tranchant. Oui, voilà. C'est-à-dire finalement, c'est effectivement, vous soulevez... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation finalement. C'est-à-dire que si on ne vend pas d'application, eh bien en fait c'est un peu l'expression de la liberté, mais c'est aussi l'attribution l'attribution à des gens qui finalement reçoivent des financements et puis plus ou moins justifiés quoi finalement. Oui, enfin disons si la science est bonne derrière, c'est pas grave. Je trouve. Ouais. Il faut que la science soit bonne. C'est ça, c'est pas l'application qu'il faudrait noter, c'est plus la réflexion qu'il y a autour d'un sujet. Bon, moi, maintenant, j'ai perdu complètement contact avec ces choses-là. Dernier contrat européen qu'on a eu, c'était il y a une quinzaine d'années. Ok, vous avez un dernier truc à dire ou pas Pardon ? Un truc qui me tient à cœur, Allez-y. lié à la démarche scientifique aussi. Disons, il y a quelque chose... Dans le temps, les gens avaient un peu honte. C'est la découverte accidentelle. En anglais, c'est serendipity. Pas encore un mot passé en français. On dit sérendipité, mais je sais pas. On en discute Découverte souvent entre nous. Comment ? On en discute souvent entre nous. C'est un mot qui revient. Un mot qui revient, et c'est un concept qui est vachement important aussi, je trouve. Beaucoup de gens n'aiment pas admettre qu'ils ont eu de la chance à un moment. Je comprends pas pourquoi, parce que la chance, donc la découverte accidentelle, elle fait vraiment partie du quotidien du chercheur, extrêmement important. De ne pas passer à côté d'une observation surprenante sur laquelle on n'a pas envie de travailler trop et de perdre son temps. Et
Personnellement, j'insiste beaucoup là-dessus. Et avec le grand public aussi, j'en parle très souvent. Et je cite l'exemple le plus spectaculaire, celui de la découverte du cisplatine. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc. Le cisplatine. Le cisplatine, c'est un anticancéreux. C'est vraiment... Et il y a eu tous les cisplatinoïdes. Après, il y a eu des milliers et des milliers de dérivés. Et ça a sauvé des millions de gens. Il y a eu la période avant cisplatine, par exemple pour le cancer testiculaire, où tout le monde, disons, dans l'année, c'était mort. Le pronostic était dramatique. Cancer testiculaire avant la fin des années 70. Et puis il y a eu après 95% de guérison. Cisplatine a été découvert avec un coup de bol absolument incroyable par un biologiste ou biochimiste américain, Berg. Ce biochimiste américain était assez farfelu. Il s'est posé la question de savoir quel serait l'effet d'un champ électrique sur des bactéries, sur des cellules en général. Parce qu'un champ électrique va tuer les bactéries, va les exciter, va les déformer, etc. Donc il a pris un paquet de Escherichia coli, qui est vraiment la cellule de base du biologiste, et il a mis ça dans un champ électrique. Pour appliquer le champ électrique, il a pris 2 électrodes de platine et il a fait passer une différence. Enfin, il a mis une différence de potentiel entre ces 2 électrodes et un électrolyte, disons, dans la bouillie de Escherichia coli. Il s'est rendu compte que les bactéries arrêtaient de se dupliquer. Elles devenaient longues, elles étaient bizarres, elles arrêtaient de se dupliquer. Conclusion, un champ électrique inhibe la duplication des bactéries. C'était pas du tout ça. C'était que le platine était un peu corrodé et il y avait des sels de platine qui passaient dans la solution, dont du cisplatine, qui est du diammoniac platine. Les sels de platine démolissaient les bactéries et les empêchaient de se dupliquer. Ça leur a pris encore 2 ans pour comprendre ce qui se passait. Ils ont admis qu'ils s'étaient plantés. Le champ électrique n'avait rien à faire, mais c'était le cisplatine, les petites quantités de platine. Donc tout de suite, ça a été pris par les médecins qui se sont dit ça vaut la peine de regarder. Et ils ont implanté des cancers traditionnels dans des souris. Ils se sont rendus compte que les cancers guérissaient sans récidive, etc. Et ça a conduit à l'utilisation du cisplatine pour les cancers testiculaires et pour d'autres cancers, cancers ovariens, d'autres cancers. Voilà l'une des découvertes accidentelles, à mon avis, les plus importantes qui existent et qui est facile à expliquer à un public. Je sais pas si on appelle ça de la chance ou si on peut appeler ça ensuite de l'intuition ou d'autres choses, mais c'est vrai que ça... Il y a une combinaison des deux, je pense. Oui, voilà, c'est obligé d'avoir une combinaison de toute manière. Et on dit bien que pour gagner dans du sport, par exemple, il faut quand même une partie de chance. C'est exactement pareil dans tous les domaines et la chimie, ça en fait partie également. Hein. Ça, c'est une certitude. Ouais. Il y a aussi la chance de pouvoir partager des moments avec les personnes avec qui on est au laboratoire. Hein. C'est pas dit que tout le monde ait la même chance de tomber dans les laboratoires comme on a nous, par exemple, ou comme vous avez pu avoir. Hein. Il y a plusieurs facteurs qu'on va peut-être pas tous énumérer, mais que ça a une grande part dans beaucoup de recherches et dans beaucoup de réponses aux recherches. Merci pour cette discussion. On va passer à la partie suivante qui est la présentation des prochaines conférences, partie 3. Eh ben nickel. Merci Marc pour l'introduction. Donc, je vais vous présenter 3 événements qui vont se passer en France et ailleurs. Vous allez voir. Donc l'un des premiers événements qui devrait arriver courant juin, ça va être la seconde journée de chimie supramoléculaire à Montpellier, donc dans le sud de la France, sachant que celle de l'année dernière était à Lyon. Vous pouvez voir quelques photos de la belle ville de Montpellier, où il fait très souvent chaud et avec du beau ciel bleu, avec la place de la Comédie à gauche et les quartiers plutôt derrière la gare à droite. Les conférences du coup se dérouleront sur 2 jours, entre le 1er et le 2 juillet, et vous pouvez commencer à vous inscrire à partir du 6 mars 2023 jusqu'au 5 mai 2023. Donc vous allez avoir une grande gamme pour faire ça. On va avoir 3 conférenciers qui sont invités. On va avoir Dr Keminade, qui travaille sur les dendrimères phosphorés et leurs applications. Elle vient de Toulouse, du LCC, dans un gros laboratoire où il travaille beaucoup sur les dendrimères.
Le deuxième conférencier qu'il y aura, c'est professeur Hermans, qui vient de l'ISIS, donc de l'Université de Strasbourg, donc, l'ancien laboratoire où est venu notre invité aujourd'hui. Lui, il travaille beaucoup plus sur les assemblages, les auto-assemblages, guidés soit par du fuel chimique, soit par de la lumière, pour faire pas mal de choses, étudier les assemblages supramoléculaires vis-à-vis de la lumière, mais aussi pour essayer de voir leur comportement dans l'ordre de la microfluidique. Et enfin, Dr Barbouillou, qui lui est issu de l'IEM, donc l'Institut européen des membranes de Montpellier, qui travaille sur la synthèse et surtout les applications des canaux d'eau artificielle pour la désalinisation d'eau, qui est le gros projet en fait de l'IEM. Ils ont vraiment un énorme pôle sur dessaler l'eau à des coûts énergétiques bien moindres, notamment vis-à-vis de toutes les problématiques qu'on a environnementales pour les pays qui ont du mal à se procurer de l'eau courante. Le deuxième événement que je vous présente ici, lui, ne sera pas en France, mais en Islande, à Reykjavik. Je suis allé voir sur Google Traduction pour le prononcer correctement, je suis sûr que je le prononce encore mal. Donc si vous êtes jamais allé en Islande, déjà, ça peut être une très belle occasion pour partir pour le travail, visiter ce magnifique endroit. Les photos sont très très belles. Les conférences seront entre le 25 juin et le 29 juin, donc en fin du mois de juin, s'il y en a qui ont peur d'avoir froid. Et on peut s'inscrire à partir de maintenant, jusqu'au 05/05, sachant que vous pourrez même encore vous inscrire à partir du 05 mai. Les tarifs seront juste un peu plus chers pour vous, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors il va y avoir beaucoup de conférenciers invités, avec notamment des très gros noms de la chimie supramoléculaire. Je vais commencer peut-être par celui qui est au centre de l'image qui vous est précédée, donc professeur Stoddart, le co-prix Nobel de Jean-Pierre Sauvage, qui est ici, vous avez pu entendre un peu parler de ses travaux sur les machines moléculaires, qui sera présent. On aura aussi donc David Lee, professeur Lee, qui travaille à Manchester actuellement sur aussi des machines moléculaires, mais des nœuds. Enfin, il travaille sur énormément de choses, des sujets très très passionnants. Et professeur Sessler, des États-Unis aussi, qui lui travaille beaucoup plus sur les motifs pyrrole avec de la reconnaissance moléculaire et plein d'autres encore. Il y a vraiment énormément de personnes, ça vient de tous les coins du monde, de l'Inde, des pays du Nord, de l'Europe, de l'Amérique du Nord et du Sud. Donc c'est un bon endroit si vous voulez aller voir de la nouvelle chimie, échanger avec des gens, créer des collègues. Il y a beaucoup de choses très très belles qui peuvent être faites le jour de ce symposium en Islande. Et enfin, la dernière présentation, c'est le Congrès national de la Société chimique française, qui va se dérouler à Nantes, donc dans la belle ville de Nantes, qui, elle, va se dérouler à peu près en même temps que l'autre symposium que je vous ai présenté juste avant, donc du 26 au 28 juin 2023, et les inscriptions vont pouvoir se faire jusqu'au 1er mai 2023, la fête du travail. On a donc 11 conférenciers qui sont invités, les domaines qui vont être discutés sont très très larges. On a je vous ai donné une petite sélection, on a 3 personnes, un docteur Marinetti, qui a obtenu le prix Achille Lebel en 2022. Elle travaille à l'ICSN, donc l'Institut des chimies et des substances naturelles de Paris-Saclay. Elle travaille principalement sur les réactions organométalliques avec beaucoup de l'or et d'autres métaux à des fins thérapeutiques. On va avoir aussi Dr Huro, prix de l'Académie des sciences et de la Fédération Gay-Lussac, qui elle travaille aussi au LCC, donc à Toulouse, dont je vous ai parlé juste avant, mais dans des domaines beaucoup plus appliqués à l'interface entre chimie et biologie. Elle essaye de trouver des solutions pour soigner Alzheimer, avec notamment de la rétention des cations métalliques de la deuxième et première colonne. Et on va avoir Dr Fourmiguet, prix HL Lebel 2022, avec Dr Marinetti, qui lui travaille beaucoup plus sur de l'ingénierie cristalline, avec l'étude de les interactions qu'il va y avoir entre les liaisons halogènes et autres. Et il y a encore plein d'autres gens, donc vous voyez là on est aussi bien sur de la chimie organique, inorganique, médicinale. Il y a de quoi vraiment découvrir de très belles choses sans aller forcément trop loin. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je te repasse la parole, Marc. Merci Titouan. Bon, pour finir cette émission, je vais commencer par remercier grandement la SCF qui nous a permis d'utiliser leurs ressources et qui nous a donc permis de vous présenter cette belle émission qu'on a fait aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Sauvage, d'avoir accepté de participer. C'était un véritable honneur d'avoir pu vous accueillir dans cette première émission. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Très bon moment. Parfait. Très bon moment. Merci. Ah ben, c'est avec plaisir. Merci Max et Titouan. On se retrouve pour la prochaine émission, en mars normalement. Avec plaisir. On n'a pas encore l'invité, mais on vous le fera part rapidement.
N'oubliez pas que vous pouvez tous nous retrouver et suivre les actualités de la SCF sur les réseaux détaillés à la fin de la vidéo. Merci de nous avoir suivis pour l'émission. Si vous avez aimé l'émission ou si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires juste en dessous et à partager l'émission sur les réseaux et à en discuter, ça nous aiderait énormément. Sur ce, on se retrouve en mars. Merci à tous, au revoir. Au revoir. On va y arriver. Hop. C'est bien, bravo.